3, 2, 1... Salut l'équipe, comment ça va aujourd'hui? Team CERN comme moi en mode playoff? Je vous comprends, on en est tous là. En tout cas cette fois-ci c'est chill parce qu'on va aborder une équipe déjà partie en vacances, elle, en mode coast to coast. Et oui, mercredi, en live sur Twitch, vous m'avez proposé un sujet très cool, et en plus de ça, c'est celui que vous avez choisi lors du vote final. Donc let's go, hein, je vous fais confiance là-dessus, si vous avez envie d'entendre parler de ça, on va parler de ça. Puis en parlant de Twitch d'ailleurs, faut que je vous dise un truc, c'est important. Là, 1h30 après la sortie de cette vidéo, c'est-à-dire ce samedi à 11h30, je vous attends là-bas, yep, connectez-vous vite, on discutera de la vidéo du jour en mode débrief. Je kiffe bien ça perso, ça va être cool, vu que c'est compliqué de rentrer dans des longs débats avec chacun d'entre vous dans les commentaires, je trouve que Twitch est la solution ultime. Et du coup, pour recevoir une alerte à chaque nouveau stream et ne rien manquer au moment M, il n'y a qu'un seul moyen. Yes, suivez-moi là-bas, il y a entre 2 et 3 lives par semaine, et la commu est parfaite, c'est du lourd. Alors ouais, ok, t'es mignon, et ça se voit que tu kiffes Twitch, mais en attendant, tu nous as toujours pas dit de quoi t'allais parler aujourd'hui. T'as pas vu la miniature quand t'as cliqué ou quoi? Aujourd'hui, on va parler du Miami Heat. Après le sweep 4-0 reçu contre les Bucks, tout plein de questions se posent, et c'est normal. Surtout que les 3/4 des joueurs, là, arrivent en fin de contrat, donc que faire à Miami, c'est la grande question qu'on va se poser. Donc allez, je n'en fais pas plus, vous avez capté, c'est parti pour le coast to coast du jour. Quelle direction doit prendre le Miami Heat cet été ? Bon, par où commencer avec ce hit? Déjà, cette saison, sous le signe de la Covid, a été ultra compliquée, je pense que c'est pas mal de poser les bases à partir de là. Parce que ouais, ce qui est clair, c'est que de ce côté-là, les finalistes 2020 n'ont pas été épargnés. Jimmy Butler, Goran Dragic et Tyler Herro ont tous les trois manqué plus de 20 matchs cette saison, et déjà ça pique sévère. Dans ces conditions, ce n'est pas facile de dominer la ligue, et ça c'est vu. Le 5 majeur avec lequel Spoelstra a débuté les playoffs, il n'avait pu le tester qu'à 15 reprises auparavant, sur 72 matchs dans cette campagne. Bon, c'est aussi parce que Trevor Ariza est arrivé qu'en mars, mais quand même, ça ne faisait que peu d'expériences communes. Lors de cette saison également, on a pu voir l'impact de Jimmy Butler, dans cette équipe qui présente un bilan de 33 victoires pour 19 défaites, lorsqu'il est là contre seulement 7 wins pour 13 losses en son absence. La différence quand il est là ou quand il est absent est juste flagrante. Ajoutons à ça un André Iguodala de 37 ans qui n'est plus que l'ombre de lui-même, et un Goran Dragic de 34 qui n'avait pas si peu scoré depuis 10 ans, et ça commence à faire beaucoup. Surtout que cette saison, les adversaires s'en méfiaient de ce 8 qui l'an dernier avait tout pété en playoff. Fini l'effet de surprise donc. Kendrick Nunn, Duncan Robinson et Tyler Herro sont désormais très loin d'être des inconnus aux yeux des scouts lors des séances vidéo. Puis allez, pour aller encore plus loin, il faut préciser que les coups tentés par Pat Riley lors de la deadline n'ont pas du tout fonctionné. Et oui, on ne peut pas tout réussir tout le temps à chaque fois. Victor Oladipo s'est blessé définitivement pour cette saison au bout de 4 matchs passés en Floride seulement, tandis que Nemanja Bjelica, lui, ne s'est jamais vraiment montré au niveau attendu à part lors de quelques garbage times. Là, on commence à imaginer, après l'incroyable aventure vécue dans la bulle l'an dernier, à quel point les fans du Heat se sont réveillés avec la gueule de bois. Pourtant, avec une équipe au complet ou presque qui n'avait que peu bougé par rapport à l'an dernier, les espoirs pouvaient renaître avant ces playoffs. Il était facile de penser que malgré le départ de Jay Crowder, l'alchimie et l'esprit de guerrier qui avait défini cette équipe dans la bulle l'an dernier allaient refaire surface avec le niveau de compétition qui arrivait. On se disait qu'avec un Butler au top de ses moyens et un Spoelstra comme tacticien, Miami pourrait refaire l'exploit, surtout qu'en phase 2 se dressaient à nouveau les Bucks, sortis en à peine 5 matchs lors du deuxième tour la saison précédente. Sauf que si vous êtes là à m'écouter parler, c'est que vous savez qu'il n'en fut rien. Si la première rencontre fut disputée en se prolongeant jusqu'en overtime, les 3 rencontres suivantes se transformèrent en blowout. Et oui, ne mâchons pas nos mots, lors de ces playoffs, les Bucks ont littéralement roulé sur le Heat. Cette fois-ci, en bloquant la raquette et en forçant Butler et Adebayo à s'en écarter, c'est bel et bien Budenholzer qui a pris le dessus sur son collègue floridien. L'effectif de Spoelstra a beau avoir du caractère, il manque quand même de talent, surtout quand toutes les failles des 2 principaux piliers sont exploitées. Bah oui, même si j'adore Dragic et que je me régale à le voir jouer, il faut avouer qu'il n'est plus tout jeune. Duncan Robinson est un sniper d'élite, certes, mais il est complètement unidimensionnel. Tyler Herro de son côté n'a pas confirmé son immense hype de la saison passée. Pire encore, beaucoup de reproches lui ont été faits car il passait plus de temps à accepter des contrats publicitaires qu'à bosser sur son jeu. Spoelstra a beau être un génie, il n'est pas divin, et quand les Bucks ont complètement contrôlé Butler et Adebayo, il s'est retrouvé sans solution. Ces derniers se sont retrouvés obligés de shooter à mi-distance et ce fut catastrophique. 4-0 dans cette série. Pour les Bucks, un grand coup de balai. Ça craint quand même une telle
belle humiliation pour un ancien finaliste. J'avoue, c'est désastreux, au moins ils pourront se rassurer en voyant que les champions, les Lakers, n'ont pas fait beaucoup mieux. Mais du coup, c'est quoi les plans pour la saison prochaine? Alors ouais, ça il faut qu'on en parle, c'est bien pour ça qu'on est là, parce que lors de la dernière intersaison, tout semblait prévu. Jimmy Butler va avoir 32 ans, il sort de son prime peu à peu, il faut donc capitaliser au plus vite sur ces dernières années. Tout était donc mis en place pour avoir du cap lors de l'été 2021 et pour l'entourer, c'est ce qui s'est fait avec les team options signés par Goran Dragic et André Iguodala. Dans le roster aujourd'hui, à part Butler, Adebayo, Hero, Achua et Okpala, tout le monde est potentiellement en fin de contrat. Donc du coup, du fric ça en fait jusqu'à 45 millions environ si on ne re-signe personne, c'est plutôt pas mal. Sauf que à la base, ces sous-là ils étaient prévus pour recruter Giannis, mais maintenant que le Greek Freak a prolongé à long terme à Milwaukee, comment on fait à Miami? Eh bien, je vous le donne en mille, on se tourne vers le seul et unique plan B, Kawhi Leonard. Maintenant que LeBron, AD et Paul George ont tous prolongé, il n'y a plus des masses de choix dans ce marché des agents libres finalement bien pauvre. Ok, plan B, Kawhi, mais tu le vois toi débarquer dans une équipe qui vient de se faire sweeper? Alors au moment où je tourne cette vidéo, les Clippers sont menés 3-2 par les Mavericks. Certains pensent que si les Californiens devaient encore une fois se faire éliminer prématurément, le Cloud pourrait avoir des envies d'ailleurs. Et vu qu'à Miami, il y a le soleil, la plage et les mojitos, tout ça pourrait bien tenter le MVP des finales 2019. Ou pas. Mais en plus de ça, de ce que j'ai lu, le plan de Pat Riley irait même encore plus loin. Une fois qu'il aurait associé Kawhi et Jimmy sous le même maillot, il enverrait Tyler Hero, Precious Achiuwa, sa collection de pins, sa femme, ses enfants et ses actions chez Petrolan à Washington pour obtenir Bradley Beal. Boum! Ok, c'est sacrément hypant, et pas mal de fans du hit s'accrochent à ce rêve, dur comme fer. Mais maintenant, soyons sérieux, vous imaginez ça possible, vous? Personnellement, je n'y crois pas une seule seconde. Alors déjà, parlons de Kawhi, de ce qu'il veut. L'ailier possède une player option à 36 millions, et il pourrait bien décider de la décliner. L'objectif, gagner encore plus de thunes, là, maintenant, tout de suite. Et dans cette optique, pourquoi quitter les Clippers qui peuvent lui offrir jusqu'à 226 millions sur 5 ans, soit 45 millions la saison, quand le Heat ne pourra monter que jusqu'à 169 sur 4 ans, soit 42 millions annuels. Franchement, ne me parlez pas de la météo, parce que je pense qu'à Los Angeles, niveau soleil et plage, on est pas mal. Et si c'est vraiment une question de Morito, je pense que s'il cherche un peu, il pourrait trouver. Fresh. Ouais, j'ai quelques connaissances là-bas, je demanderai s'il y a de bons bars cubains à Los Angeles. De plus, on le sait tous, Kawhi est originaire de Californie, et s'il est allé là-bas, à Toronto, c'était avant tout pour se rapprocher des siens. Pourquoi alors traverserait-il les États-Unis pour au final signer un moins gros chèque loin de ses proches? Franchement, à moins que quelque chose m'échappe, s'il y a un bail comme ça qui a lieu, je capterai vraiment pas. Peut-être qu'avec Butler, Adebayo et surtout Bill, il s'offrira plus de chances de gagner des titres qu'avec Paul George, et Spoelstra en coach, c'est quand même mieux que Tyronn Lue, j'ai l'impression. Ouais, je vois ce que t'avances, mais dans ce que tu dis, pour moi, la clé, c'est Bradley Beal, et il faut encore que ça se fasse, tout ça. Donc ouais, Bradley Beal, parlons-en, ils vont le récupérer comment, Miami? En donnant Tyler Hero? Ça ne suffira pas. Sachant qu'en plus, il faut savoir qu'avec la loi Stepien, une équipe ne peut pas transférer 2 premiers tours de draft de suite. En gros, pour faire simple, une franchise n'a pas le droit de passer 2 ans consécutifs sans drafter au first round. Et donc, au vu des échanges réalisés précédemment, le Heat ne pourra pas transférer de premier tour avant 2025, c'est loin, et ça commence à faire très léger. Perso, je pense que si les Wizards mettent Bill sur le bloc, ils trouveront bien mieux que Hero et un first 2025, donc cette idée de Bradley Beal, à mon avis, on l'oublie. Et du coup, par la même occasion, l'idée de Kawhi à South Beach, on l'oublie aussi. Peut-être que je me trompe, mais je ne vois vraiment pas quel intérêt aurait Kawhi à quitter les Clippers, c'est chez lui là-bas. Et vous imaginez ce désastre en termes d'image s'il connaissait une 4ème équipe en 5 ans juste pour augmenter son nombre de bagues? Non, franchement, ça me semble peu probable. Du coup, qu'est-ce qu'on peut imaginer du côté de Miami maintenant que le plan B est lui aussi tombé à l'eau? J'ai entendu certaines personnes dire qu'il fallait trade Jimmy Butler tant qu'il avait de la valeur, et vraiment je peux comprendre. Pat Riley est un peu le spécialiste de la philosophie sell high, buy low. À ce jour, même s'il n'est pas non plus un top 5 joueur en NBA, Jimmy a encore une très bonne valeur sur le marché, sauf que cette valeur, elle va diminuer peu à peu, c'est obligé. Alors ne serait-il pas l'heure de l'envoyer ailleurs, de tout reconstruire à Miami, et de repartir de zéro? Parce qu'en vrai là, si on regarde de près, les chiffres de l'ailier pendant ces playoffs ont dégringolé de manière catastrophique. On parle beaucoup de ces stats offensives ridicules dues à la défense des Bucks, mais en fait je trouve que c'est l'arbre qui cache la forêt. Si l'an dernier face à Milwaukee, Buckets affichait un defensive rating plutôt intéressant de 109 points encaissés sur 100 possessions, celui-ci a atteint les 120 sur les 4 matchs de post-season 2021. Ok, l'échantillon est très faible, mais waouh, qu'est-ce que la chute est vertigineuse. Il ne serait pas doucement en train d'approcher de la fin de son parcours, le Jimmy? Si tu le trades aujourd'hui, je pense qu'en retour tu obtiens tout plein de jeunes, tout plein de pics, tout plein d'assets, tout ce qu'il manque à Miami actuellement quoi. En élaborant
élaborant une telle transaction, Pat Riley pourrait s'en frotter les mains, non? Donc ça y est, toi t'as déjà envie d'exploser complètement l'effectif qui a été finaliste l'an dernier. Eh bien justement non, c'est ça qui m'embête. Jimmy Butler reste tout de même de la trempe de ces joueurs qui peuvent t'emmener en finale NBA, voire au titre s'il est bien entouré. Et là il lui reste quoi? Une fenêtre de 2-3 ans encore, ce serait dommage de ne pas l'exploiter à fond, surtout qu'un Buckets revanchard ça peut faire du dégât. Après j'avoue qu'il faut être conscient qu'il ne retrouvera peut-être jamais le niveau qu'il avait réussi à atteindre dans la bulle. Mais bon, peu importe, il reste un vrai joueur de basket, une star encore, et honnêtement pas sûr que la contrepartie reçue en échange atteigne un jour la valeur du Butler d'aujourd'hui. Une reconstruction dès cet été représenterait donc des risques réels, et je ne suis pas sûr qu'ils en valent la peine. Et en vrai je ne vois pas du tout Pat Riley tout péter pour tout reconstruire après un seul échec, même si dans sa philosophie un tel move pourrait lui ressembler. Il faut se rappeler que Tonton Pat plusieurs fois a exprimé des regrets sur la façon qu'il avait eu de traiter D-Wade en 2016 en refusant de lui offrir le salaire qu'il voulait, toujours dans son approche sell high buy low. Aujourd'hui Butler incarne complètement la culture du hit basketball, dans son attitude et dans son jeu, et ça en seulement 2 ans, c'est dire l'impact qu'il a réussi à avoir. Cela ne m'étonnerait donc pas que cet été, alors qu'il va y être éligible, Butler signe une extension en Floride. C'est ce que l'ailier veut, un dernier gros contrat qui le mettrait à l'abri jusqu'à sa retraite. Le Heat peut lui offrir jusqu'à 181 millions sur 4 ans, et je pense franchement que c'est ce qui va se passer. L'ailier est bien trop valuable aux yeux des fans pour qu'il le jette comme une vieille chaussette. Ça sent le renfermé! Du coup là, ça commence à se compliquer. Comment faire pour penser à l'avenir dans ces conditions? Eh bien pour moi, il n'y a pas le choix. Il faut capitaliser au maximum sur le duo Butler-Adebayo. Pour ça, on l'a vu lors de ses playoffs, il y a besoin de shooters. Bam n'a mis que 7 triples dans toute sa carrière, tandis que Jimmy, depuis qu'il est à Miami, tire à moins de 25% par match derrière la ligne. C'est ridicule. C'est bien ce levier que Milwaukee a tiré pour s'imposer si facilement. Voilà pourquoi je pense que le premier move obligatoire, c'est de tout faire pour re-signer Duncan Robinson. Bien sûr, il n'a aucune polyvalence, bien sûr, il ne défend pas, mais en tant que sniper, c'est un monstre. Son toucher et ses déplacements sans ballon sont des points vitaux pour l'attaque de Spoelstra, qui score 4 points de plus pour sans possession lorsque l'arrière est sur le parquet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais cet écart de chiffres, ça commence à faire beaucoup. Duncan Robinson fait partie du top 4 des joueurs qui ont mis le plus de 3 points cette saison, et dans ceux qui sont devant lui, seul Stephen Curry est plus adroit. Là, je pense que vous captez quel sens ça peut avoir de le garder. Il écarte le jeu parfaitement, et justement la cible de passe préférentielle de gars comme Jimmy Butler ou Bam Adebayo. En d'autres termes, je ne vais pas passer par 4 chemins, un joueur dans son profil est juste essentiel dans le dispositif de Miami. Sauf que ça, l'arrière le sait très bien et son agent le sait encore plus. Tout le monde a vu Joe Harris signer pour 75 millions sur 4 ans à Brooklyn. Tout le monde a vu Davis Bertans signer pour 80 millions sur 5 ans à Washington. Ces joueurs non plus ne défendent pas et pourtant ils ont bel et bien réussi à toucher le pactole. Les snipers comme Robinson sont rares, et ne vous inquiétez pas à ce propos, lui aussi il va les toucher ses ronds. En tant qu'agent libre restreint, il peut être à peu près certain qu'une équipe lui proposera un minimum de 60 millions sur 4 ans, voire même bien plus. Pour le garder, le Heat devra s'aligner, et à mon avis ils n'auront pas le choix. Voilà déjà qu'il fera entre 15 et 20 millions de moins à dépenser dans l'optique de recruter un agent libre. Puis de son côté, Robinson est malin, il tient à montrer à Riley que rien n'est gagné d'avance, il le veut son pognon. Ma priorité est d'atterrir dans un endroit où je me sens bien et où je peux gagner, mais je n'oublie pas que c'est un business, il est important que je puisse avoir les moyens de m'occuper des personnes que j'aime. Si cette déclaration n'est pas claire, je ne sais pas ce qu'il vous faut, le Heat va pouvoir le garder Robinson, mais pour ça il va falloir raquer. Du coup je pense que la transition est toute faite, abordons Kendrick Nunn qui est dans la même situation, lui aussi, agent libre avec restriction. Eh bien je vais vous le dire franco, moi si j'étais Pat Riley, je ne le re-signerais pas. Au vu de ce qu'il a montré lors de sa saison rookie et même sophomore, je pense clairement qu'une équipe se mouillera et lui proposera au moins 55 millions sur 4 ans, c'est trop pour le Heat. Spoelstra cette saison l'a utilisé plutôt bizarrement, parfois titulaire, parfois complètement hors de la rotation. Est-ce que tu as vraiment envie de mettre autant de fric pour un gars à qui tu n'es même pas certain de donner des minutes? Moi non, donc Kendrick Nunn je n'en fais pas plus, je lui dirai gentiment au revoir et lui souhaiterai tout le bonheur du monde dans une équipe avec potentiellement moins d'ambition. Pourquoi pas hein? Donc voilà, on a creusé quelques pistes, mais surtout ce qu'on a fait c'est qu'on en a écrasé un paquet, donc maintenant on fait quoi avec les 25 millions restants? Eh bien on pourrait aller voir du côté des free agents tout de même. Mis à part Kawhi Leonard, il reste quelques noms sympathiques, comme Chris Paul, Kyle Lowry, Mike Conley ou DeMar DeRozan. Ces gars-là, avec leur talent et leur XP, pourraient clairement faire step up l'équipe, je n'en doute pas une seconde. Mais voilà, il faut être conscient d'une chose, c'est que tous sont dans la même situation que Jimmy Butler. Chacun a au moins 32 ans, et même 36 pour Chris Paul, et tous chercheront probablement un contrat à long terme qui les mettra à l'abri jusqu'à la fin. Vu leur niveau, pas de doute qu'ils trouveront ça quelque part. Alors est-ce vraiment une bonne idée pour le Heat de surpayer plusieurs vétérans en fin de carrière alors que leur level va indéniablement
indéniablement baisser peu à peu? Je ne suis pas sûr. Le faire pour un Jimmy qui incarne la culture de l'équipe, je peux comprendre, mais le faire pour plusieurs vétérans, à mon avis, mauvaise idée. Les blessures et les mauvais matchs pourraient s'enchaîner, et leur contrat intransférable pourrait vite ressembler à des boulets. Franchement, entourer Butler avec des vétérans signés sur le long terme, je pense que c'est beaucoup trop risqué concernant l'avenir de Miami. Bon, encore des pistes écartées. Heureusement, lors de cette free agency, il y a aussi des gars plus jeunes, comme Lonzo Ball, John Collins ou Lauri Markkanen. Ces noms pourraient apporter un peu de fougue, un peu de dynamisme et donner un nouveau souffle à cette équipe du 8. Mais est-ce que ces joueurs, aussi bons et talentueux soient-ils, te transforment directement en prétendant pour le titre? Ça, j'en suis pas sûr. Et ouais, je n'en suis pas sûr non plus, et rien ne dit que ce sera le cas dans le futur également. Du coup, au vu des noms qu'il y a de disponibles dans cette free agency, tu sais ce que je ferai moi cet été? Eh bien, je resterai calme et je garderai mes sous pour l'année suivante. Pourquoi vouloir se précipiter? Je sais que Butler vieillit, mais en 2022, il possédera au moins encore quelques restes sérieux. Puis à ce moment-là, il va y avoir de vrais noms comme Bradley Beal, Russell Westbrook, James Harden, Stephen Curry, Kyrie Irving, Kemba Walker, Zach LaVine, ça fait rêver, non? Donc pour Miami cet été, voilà mon plan. Je ne m'enflamme pas, je construis une équipe intelligente et je garde mon fric pour l'été suivant. Surtout, je ne propose rien sur le long terme, je l'ai déjà fait avec Jimmy Butler et Duncan Robinson, ça suffit. Là, ce que je veux pour la saison 2021-2022, c'est juste construire une équipe suffisamment compétitive pour aller en playoff, c'est un minimum. Parce que ouais, tu ne peux pas attirer non plus n'importe quel free agent si tu fais une pauvre saison à 14 wins. Donc voilà, je veux au minimum montrer à la NBA qu'on est capable de monter un roster compétitif, mine de rien. Pour ça, pourquoi ne pas commencer à regarder en interne du côté de Victor Oladipo? Ok, le gars a fait une saison horrible de chez horrible, ok, le gars est tout le temps blessé, mais justement, pourquoi ne pas capitaliser là-dessus? Oladipo l'a clamé sur tous les toits, il veut un contrat sur plusieurs années, mais vous pensez qu'il l'aura, vous? Entre ses nombreuses blessures à répétition et le pauvre niveau de jeu qu'il a montré à Houston, qui parierait sur lui pour 4 ans? Pas moi, je vous le dis, et à mon avis, pas grand monde non plus en NBA. Par contre, Miami a un avantage s'il ne s'agit pas de long terme, celui de pouvoir lui proposer du fric, pas mal de fric. Car oui, je vous l'ai dit, même après la re-signature de Robinson, il reste environ 25 millions à dépenser encore. Donc si j'étais pas trailé, je convoquerai Oladipo dans mon bureau direct. Je lui annoncerai que le long terme, il ne l'aura pas, mais je peux lui proposer un contrat d'1 an à 13-15 millions avec une team option, parce qu'à mon sens, c'est du win-win. D'un côté, l'arrière touchera probablement bien plus que ce qu'il ne pourra toucher ailleurs, et d'un autre, à Miami, on ne prend aucun risque. Si ça ne fonctionne pas, il n'y aura qu'à le laisser partir l'an prochain, et si jamais ça fonctionne, il restera la team option. Avoir un All-Star à 15 millions la saison, c'est plutôt cool. Quoi qu'il en soit, ça ne ruinera en rien les plans pour la Free Agency 2022. On ne va pas bégayer, on va l'appeler Mission Bill. Pour proposer le max à l'arrière des Wizards, il suffira de ne pas activer la team option de Victor. Mais du coup, que faire de Tyler Herro dans tout ce marasme? Le transférer pourrait permettre de libérer 5 millions de plus pour l'été 2022. Alors c'est pas grand chose, mais ça peut quand même faire la diff. De plus, là, tout de suite, il y a peut-être quand même moyen de récupérer de bons assets contre lui. Actuellement, il y a peut-être pas mal de hype encore sur Herro. Il est jeune, mais s'il nous ressort une deuxième campagne de suite à ce niveau très moyen, sa cote pourrait carrément chuter. Toujours dans une mentalité sell high, buy low, ne serait-ce pas le moment parfait pour le transférer? Alors non, le moment parfait c'était en début de saison contre James Harden, ce qu'ils ont refusé de faire. J'avoue que tu marques un point là-dessus, tonton Pat doit encore s'en mordre les doigts. Mais bon, maintenant que ça c'est fait et qu'il faut penser à la suite, si j'étais dirigeant à Miami, je ne ferais pas du transfert de Herro une priorité, mais je serais quand même à l'écoute en cas de potentiel bon coup. Et pourquoi tant qu'à faire ne pas aller taper à la porte de quelques teams, comme celle de Charlotte? Là-bas, entre LaMelo Ball, Terry Rozier et Devonte Graham, on a trop de gars capables de jouer au poste 1. Rozier, qui est free agent en 2022, pourrait donc bien décider de se barrer. Maintenant qu'il a prouvé qu'il pouvait être titulaire, pourquoi ne pas chercher à gagner des matchs dans ce nouveau rôle? Charlotte aurait donc peut-être tout intérêt à le transférer rapidement cet été pour éviter de le perdre contre rien un an plus tard. Et du coup, vous me voyez venir, pourquoi ne pas imaginer un trade avec pour base Herro et Rozier dans mon scénario, avec le cap restant chez le Heat, ça passerait crème. Allez, je goûte la crème des crèmes. Puis allez, j'enverrai peut-être Okpala ou Achua avec Herro, histoire de rajouter un peu de salaire et des assets. Avec ça, il y aura peut-être moyen de gratter un first round du côté de Riley, vu que Rozier arrive en fin de droit. S'il peut le faire, il ne s'en privera pas. À Charlotte, avec un tel échange, on miserait sur la jeunesse et le développement, avec un backcourt plutôt kiffant, fait de LaMelo Ball et de Tyler Herro. À Miami, on ajouterait un joueur de qualité, capable à la fois de créer pour lui, de mettre dedans à 3 points, tout en donnant ses tripes défensivement. Ce ne serait pas parfait comme fit. Ça soulagerait tellement Jimmy Butler. Je rappelle que Herro a fait une saison
à Charlotte à plus de 20 points par match, tout en terminant la saison avec 222 triples rentrés. Ouais, 222, dans ce domaine, il est 5ème en NBA, juste derrière Duncan Robinson, tiens. De la création, du shoot et même de la défense, y a-t-il vraiment besoin que je vous fasse un schéma pour vous expliquer à quel point le meneur ferait du bien? Franchement, avec ce quatuor, Rozier, Robinson, Butler, Adebayo, à mon avis, on a une bonne base pour construire une équipe qui pourrait faire les playoffs. En plus de ça, même si on n'aurait plus trop de sous pour faire du recrutement à court terme, on ne fermerait aucune porte pour la Free Agency 2022. Nickel. Sauf que maintenant, pour la saison qui arrive, il faut boucher les trous, surtout qu'avec les transactions faites, il n'y a plus moyen d'activer les team options de Goran Dragic ou de Andre Iguodala. Après, quand j'y pense, peu importe, 35 millions à eux deux, c'est beaucoup trop cher, surtout qu'ils ne sont plus du tout de première jeunesse. Alors Andre Iguodala, je laisserai tranquillement partir à la retraite, tandis que Goran Dragic, je lui donnerai l'occasion de trouver son bonheur ailleurs. C'est triste, mais c'est comme ça, désolé les gars, et merci pour les services rendus. Ma priorité avec ma mid-level exception serait de trouver un poste 4, un secteur qui a vraiment fait défaut au Heat cette année. Alors let's go, je tenterai le coup avec du Bobby Portis ou du Marcus Morris, qui je trouve sont des bagarreurs qui fitteraient très bien dans le Spoelstra Basketball. Avec un des deux, Portis de préférence, qui est vraiment de plus en plus un expert du shoot et qui est encore plus régulier que Morris, j'aurais vraiment un 5 qui me hype. Terry Rozier, Duncan Robinson, Jimmy Butler, Bobby Portis, Bam Adebayo, ça gagne pas un titre, mais ça peut saouler du monde, non? Puis je trouve ça tellement hit basketball en plus. Quoi qu'il arrive, je pense que ça peut largement suffire pour prouver à Bradley Beal qu'on n'est pas là pour rigoler. Je sais pas, hein, mais je pense. Derrière, sur le banc, vu qu'il faut des rotations, j'aurai le pari Oladipo en joker et quelques vétérans. Des gars comme Patty Mills, Ben McLemore, JJ Redick, Danny Green, PJ Tucker ou Paul Millsap pourraient tous être dans mon viseur. Et pourquoi pas Goran Dragic ou Trevor Ariza s'ils étaient ok pour faire un joli cut dans leur salaire. Parmi les vétérans sur le marché, il y a du choix, et quoi de mieux que les belles plages de Miami pour aller terminer sa carrière en échange de quelques millions. Dwayne Dedmon a aussi annoncé qu'il aimerait bien revenir, et on ne va pas se priver s'il est ok pour signer au minimum. Alors je sais pas, hein, c'est ultra facile là, de ma place derrière la cam, de dire quoi faire à un expert comme Pat Riley. Tout paraît beaucoup trop simple annoncé comme ça. S'il vous plaît, rappelez-vous et dites-vous bien que c'est juste de la fiction, des idées. En vrai, il n'y a juste aucune chance que tout se déroule de la sorte, et si ça arrive en vrai, je lance une chaîne YouTube de voyance, c'est annoncé. Et ce que je voulais faire en particulier aujourd'hui, c'était donner des exemples, pour illustrer, ça me paraissait important. Si j'étais Pat Riley, ce qui n'est malheureusement pas le cas, je pense qu'en construisant une équipe de ce genre, je pourrais poursuivre mes deux principaux objectifs. C'est-à-dire ne rien précipiter, ne rien plomber financièrement, mais également construire une équipe suffisamment compétitive pour attirer Bill l'été suivant. Et si en plus de Bill et Adebayo, il y avait moyen de prolonger Rozier, il y aurait de quoi vraiment espérer à Miami pour les dernières années de Jimmy. Voilà pour ce qui est de l'avenir du Miami Heat, voilà pour ce qui est de mon 59e Coast to Coast. Ça vous a plu? Vous feriez quoi comme move, vous, si vous étiez Pat Riley? Eh bien, je vous donne rendez-vous là, tout de suite, sur Twitch, pour en parler, enfin à 11h30. Et si vous matez cette vidéo trop tard pour venir sur Twitch, je vous invite à me faire tous vos plans dans les commentaires. Par contre, pour les prochaines vidéos, soyez à l'heure, parce que c'est tellement plus cool d'en débattre en parlant sur les streams. Sinon, vous le savez, pour avoir une vision complémentaire et différente de la NBA, c'est sur la chaîne YouTube de Basket Info que ça prend place. Récemment, on a sorti un truc sur l'incroyable épopée We Believe des Warriors en 2007. Si vous êtes friand d'upset et d'histoires surprenantes, je vous donne rendez-vous directement là-bas. Pour débattre avec la commu, mais aussi suivre tous mes projets au quotidien. Vous connaissez également, c'est sur Discord et Instagram que ça a lieu. D'ailleurs, sur Insta, Twitter et Facebook, en ce moment, le tournoi des All-Time Teams est à son paroxysme. On est en plein top 8, alors je vous invite vraiment à nous rejoindre pour apporter vos votes. Ouais, venez élire la meilleure équipe All-Time parmi les 30 franchises NBA. J'ai trop hâte de connaître le winner. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Y est pas, c'est ça le référencement, la team, ça aide à être mis en avant. Et il y en a besoin, je vous le cache pas en ce moment, maintenant que le beau temps est revenu. Enfin là je dis ça, mais il pleut fort sur le Velux, j'espère que ça n'a pas trop perturbé le son de la vidéo. Et pour le soutien, pour m'aider à me développer ici, mais sur Twitch également, parce qu'en ce moment ça représente énormément de frais, tout se passe sur Tipeee. Gros big up à tous ceux qui participent déjà. Je vous kiffe tous, mais vous encore plus particulièrement. Merci quoi qu'il arrive de m'avoir écouté jusque-là. A très vite sur Twitch à 11h30.